la réputation d'indépendance du journal est immédiate. Il se bat pour la Chine et pour la justice. Aux yeux de tous, grâce au journal, la religion étrangère, peu à peu, devient chinoise. Le père Leb a encouragé un chrétien, un certain monsieur Lu, à prendre en main l'édition d'un journal Yishiba, donc un journal catholique de l'Église, toujours grâce à l'initiative du père Leb. Ce journal est devenu le plus grand journal du nord de la Chine. Il y avait aussi un grand journal dans le sud nommé Shenbao. Plus tard, il y a eu une édition de Yishiba pour le sud également. La culture chinoise est très ancienne. Vous savez que depuis 5000 ans, nous avons toujours la même langue écrite, parlée différemment. Alors, pour connaître l'écriture chinoise, culture chinoise, il faut un grand effort. Le père Leb, une fois arrivé, il a étudié les livres classiques chinois. Il sait écrire le chinois avec le pinceau. Il est très connu et son calligraphie. Avec tout cela, le père Leb a gagné le cœur des Chinois. Vraiment, il est devenu chinois. Toujours en mouvement, l'homme d'action qu'il était, où trouvait-il la patience qui est celle d'un écrivain chinois? Son écriture française est sans fioriture. Toujours pressé, Vincent Leb prenait pourtant le temps d'écrire une correspondance abondante. Par contre, son écriture chinoise est parfaite, classique, soignée. Vincent Leb fait honneur à la culture de son pays. « 1916. Voilà 10 ans que Vincent Leb est à Tientsin. La jeune République est en difficulté. La Chine ne trouve pas son unité et les puissances occidentales vont profiter du désordre. Vincent Leb poursuit son combat dans une Chine qui se désagrège. L'Angleterre met la main sur le Tibet, la Russie sur la Mongolie. Pire encore, le Japon prend pied dans la province du Shantung. Non loin de là, Tientsin vit dans un calme relatif. La ville chinoise s'étend sur 14 km². 14 km² également, telle est la superficie de la ville occidentale, c'est-à-dire les terrains concédés à la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, la Belgique, l'Autriche, les États-Unis et la France. Au sud, le quartier chinois de Laosikai. L'évêque de Tientsin y achète un terrain et construit sa cathédrale en bordure de la concession française. Ces concessions mettent la Chine sous tutelle. Parce que non seulement depuis l'ouverture des ports à l'Angleterre d'abord, puis à la France et aux États-Unis à partir de la guerre de l'opium en 1840, non seulement les douanes chinoises sont prises par les étrangers, le commerce est entièrement entre leurs mains, mais donc à partir de 1895, c'est aussi l'industrie européenne qui a le droit de s'établir en Chine dans toutes ces concessions qui sont alors accordées en série. Et donc là, il y a toute une industrialisation qui s'établit et qui concurrence et finit par tuer l'artisanat chinois traditionnel. À Laosikai, les commerçants chinois commencent à s'établir autour de la cathédrale. Le consul de France cherche à agrandir la concession française. Il prend prétexte de son droit de protéger la mission et ouvre une route allant vers la cathédrale. Il fait poser de petits piquets que les Chinois enlèvent. Escalade des incidents jusqu'au jour où la gendarmerie française vient arrêter le corps de police chinois et l'enferme dans la prison de la concession. Réaction immédiate, un tract des Chinois, rédigé en français et distribué dans toute la ville. Exprimant leur indignation, les Chinois comparent l'action de la France à l'invasion de la Belgique par l'Allemagne 2 ans plus tôt, en 1914. Suivent des manifestations dans la rue, puis une grève générale des employés chinois de la concession
et même, dit-on, des nourrices. Li Chepao, bien sûr, prend parti pour les Chinois. Le consulat fait pression sur l'évêché pour faire taire le père Leb. Le Quai d'Orsay à Paris fait de même avec les supérieurs du père Leb. L'évêque de Tientsin ordonne alors à celui-ci de rester neutre. Le père Leb répond par une lettre. Du fait de notre nationalité, l'opinion chinoise n'est déjà que trop portée à nous considérer comme faisant cause commune avec nos compatriotes. Or, les Français ont tort. Que l'Église, au lieu de se taire, soit comme ailleurs le dernier refuge du droit où la parole de justice n'a jamais peur de se faire entendre. La neutralité que vous proposez est insoutenable. Ne m'obligez pas à choisir, soit de désobéir, soit de vous obéir, donc d'agir contre ma conscience. Il conclut en demandant d'être éloigné de Tientsin. Il est immédiatement envoyé à l'autre bout du diocèse, puis au centre du pays. Les confrères qui le soutiennent sont dispersés. Antoine Cotta est exilé à l'étranger. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, et quand il voulait, il prenait l'initiative et il fonçait. Mais toujours dans le respect de ses supérieurs et dans le respect de la légalité. Ça, c'était le remarquable avec lui, c'est que si le supérieur disait non, c'était non. Évidemment, ça n'empêchait pas le père Leb de recommencer sans nous en parler alors. Hein. Pour le moment, il souffre atrocement d'être exilé dans une région dont il ne connaît pas la langue. Lui, qui était connu de tous à Tientsin, est devenu un parfait étranger. Il faut tout recommencer à zéro. Peu à peu, il reprend courage et écrit à Rome à l'ami de toujours, Monseigneur Vanneville, un prélat français, correspondant du journal La Croix, qui a quelques entrées au Vatican. Ce qui reste autre part une énigme, c'est son obéissance. Quelqu'un a dit, dans une formule heureuse, qu'il n'avait jamais été obéi et qu'il n'avait jamais été obéissant. Il a au fond continuellement fait ce qu'il voulait, en appelant au supérieur qui était selon ses vues. Donc, il n'a pas été obéissant dans le sens d'une passivité. Il a été un homme d'initiative et il a été évidemment une croix pour ses supérieurs immédiats. C'est vraiment une continuelle docilité aux événements qui le caractérise. Et au fond, sa véritable obéissance, c'est une obéissance aux événements plus qu'au règlement. Revoici Cotta. Oui, il est toujours là. Cotta a désobéi et refusé de partir. Et pendant que Leb s'active en paroisse, Cotta envoie rapport sur rapport à Rome, sur leurs drames personnels et sur les problèmes des missions. C'est intellectuellement qu'il a perçu le problème. Le père Leb, c'est plus affectivement. Hein? Et intuitivement, comme ça. Et donc, Cotta était plus capable d'une synthèse objectivée, bien présentée. Et il faut dire, il était en même temps, il était plus un battant d'une certaine manière, enfin. Hein, et il était plus fonceur. Le père Leb était